Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le 30 janvier 2022. Je continue ma lecture du livre de Will Durant, euh, Vie et doctrine des philosophes. Dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer, j'ai entamé le monde comme volonté. Dans la partie 1, la volonté de vivre. Et voilà, je continue ma lecture et puis je fais des digressions à partir de là. Donc pour Schopenhauer, la volonté est maître du monde, est maître sur, sur la conscience et elle qui c'était sous-estimé à l'époque, euh, cette partie-là pour lui, et donc il la remet un peu en valeur euh, par rapport à la conscience. Donc, remarquez comme nous nous souvenons longtemps de nos victoires et comme nous oublions vite nos défaites. La mémoire est le valet de la volonté. Quand nous faisons des comptes, nous nous trompons bien plus souvent à notre bénéfice qu'à notre désavantage. Et cela sans la moindre intention malhonnête. D'autre part, donc il y aurait une sorte d'instinct égoïste, voilà, c'est ce qu'il veut dire. Et effectivement, notre survie nous importe plus que celle d'un autre. C'est l'instinct de survie naturel de l'humain qui forme d'une certaine façon son caractère. Et en même temps, certains peuvent se sacrifier pour la collectivité. Euh, les, les personnes qui sont allées éteindre à Tchernobyl en sachant très bien qu'ils risquaient totalement leur existence, l'ont fait au profit des autres. Socrate, quand il accepte de mourir pour que les lois d'Athènes et pour que Athènes continue à être équilibrée, euh, voilà, c'est la même chose, etc. Donc, et c'est ces valeurs-là qui sont valorisées. C'est pas la valeur du pilote de bateau qui abandonne son navire quand il coule qui est valorisée. C'est au contraire, voilà. Donc, c'est pas pour rien qu'on valorise l'acte héroïque, l'acte généreux, le don, plutôt que l'égoïsme. L'égoïsme, c'est une résultante de notre nature. Évidemment, elle touche plus de personnes et à plus de personnes qui sont égoïstes que de personnes qui sont héroïques. Mais c'est pas parce que il y a une majorité d'égoïsme dans la vie plutôt que d'altruisme que c'est celui-ci qu'on doit valoriser. Et c'est ça l'erreur en fait. Actuellement, la société, les médias, etc., montrent l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Pendant des siècles et presque des millénaires, on a montré comme valeur l'homme tel qu'il devrait être, comme horizon, comme euh, quelque chose qu'on doit atteindre. Voilà, l'idéal, c'était Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, la mère Teresa, etc. C'est Robin des Bois, enfin bref, ceux qui étaient nos héros. Et progressivement, depuis le néolibéralisme, les valeurs, comme c'est le marché qui donne les valeurs, il a donné ses propres valeurs. Le marché, c'est un système narcissique. Euh, le, le, le fait d'avoir donné le pouvoir à l'oligarchie, c'était donner le pouvoir au narcissisme. Et le narcissisme, il veut qu'on vénère sa propre nature, ses pulsions. Et ces pulsions sont égoïstes, ce pas des pulsions altruistes. Le marché, c'est pas sa nature d'être altruiste. Il doit faire des affaires, etc. Donc, ce qui est normal dans ce sens-là. C'est pour ça que on ne doit pas laisser le marché
donner les valeurs de l'humanité, comme c'est le cas actuellement avec depuis le néolibéralisme. C'est pas à lui à donner les valeurs, c'est aux philosophes, aux spirituels, aux politiques, etc. Mais surtout pas au marché. C'est pour ça que le monde va très mal, parce que on obéit aux valeurs aux valeurs du marché, qui sont des pulsions, qui ne sont pas des valeurs idéales, qui sont simplement les valeurs de la vie, quoi, courante. C'est celles qu'on utilise. On est, voilà, on est un peu plus égoïste qu'altruiste, on est plus, voilà, on a des, on n'est pas des saints d'une certaine façon, mais on doit avoir le saint comme idéal, on doit avoir le Robin des Bois comme idéal, on doit avoir celui qui est capable du sacrifice pour autrui, pour les autres, pour l'humanité, etc., comme idéal. Donc on doit sortir de ce néolibéralisme qui laisse à l'oligarchie du marché donner les valeurs de l'humanité, parce qu'il donne des valeurs égoïstes, narcissiques, et c'est pas les bonnes. Et raciste maintenant, on se rend compte. En fait, il révèle une partie de son image avec ce qu'il soutient dans les médias. On voit qu'il est, c'est pas pour rien que l'industrie, pendant la dernière grande guerre mondiale, était du côté de la droite dure, rigide et pire encore. Voilà. Donc, parce qu'elle représente l'ordre et que le marché, ce qu'il veut, c'est de l'ordre pour vendre et pour. Voilà, c'est tout ce qu'il recherche. Il ne cherche pas la philosophie de l'existence. Il n'a pas cette vision-là. Donc, je continue ma lecture. Quand nous faisons des comptes, nous nous trompons bien plus souvent, etc. D'autre part, l'homme le plus stupide devient intelligent quand il est question de choses qui touchent de près à ses désirs. En général, l'intelligence se développe dans le danger, comme chez le renard, ou dans le besoin, comme chez le criminel. Mais elle paraît toujours subordonnée au désir et comme son instrument. Personne n'est plus sujet à se tromper que celui qui n'agit qu'après réflexion. Voilà, tout ça c'est certainement juste, mais en ne critiquant pas ce système-là, c'était bien de la part de Schopenhauer de montrer cette dimension, comme Nietzsche le fera avec l'aristocrate guerrier, etc. C'est bien de montrer cette valeur, ce moteur, ce mécanisme, cette mécanique de l'humanité. Mais il faut aussi la juger, la critiquer, dire oui, c'est comme ça que nous fonctionnons, mais ce n'est pas comme ça que nous devons nous éduquer, nous comporter. Ce n'est pas ça qu'on doit donner comme idéal à suivre. Personne n'est plus sujet à se tromper que celui qui n'agit qu'après réflexion. Alors il faudrait agir sur l'instinct tout le temps, sur le désir, sur les pulsions, obéir à ces pulsions. Non, ça n'est pas le cas. Il vaut mieux se tromper, mettre de la réflexion, de la conscience et se tromper, d'accord. Mais on cadre avec les valeurs de l'humanité, avec ce que l'humanité doit suivre. Et il faut qu'une partie des humains suivent leurs pulsions pour évoluer aussi. Mais ça n'est pas ça qu'on doit valoriser. Voyez combien est vive la lutte qui mène les hommes pour leur subsistance, pour leurs femmes et leurs enfants. Peut-elle être le résultat de la réflexion? Certes non. Elle prend son origine dans la volonté semi-consciente de vivre et de vivre dans les meilleures conditions possibles. Il semble que les hommes... Alors, on voit l'influence du darwinisme sur cette pensée, ou du darwinisme, ou lui sur le darwinisme, Schopenhauer, parce que je pense que c'était un petit peu avant.
Il semble que les hommes soient comme tirés par devant, alors qu'en réalité, ils sont poussés par derrière. Ils se figurent être entraînés par ce qu'ils voient, alors qu'en réalité, ils sont poussés par ce qu'ils sentent, par des instincts dont l'influence leur échappe la moitié du temps. L'intelligence n'est que le ministre des Affaires étrangères. La nature ne l'a produite que pour le service de la volonté individuelle. Par conséquent, elle n'est destinée qu'à connaître les choses en tant qu'elle offre des motifs à l'exercice de la volonté, et non pas à les sonder ni à saisir leur véritable essence. La volonté est le seul élément permanent et invariable de l'esprit, écrit Schopenhauer. C'est la volonté qui, par continuité d'intention, fait l'unité de la conscience et en tient rassembler les idées et les pensées en les accompagnant comme une harmonie persistante. C'est le point d'orgue de la pensée. Oui, peut-être, c'est ça la réalité, mais ça n'est pas la valeur qu'on doit mettre en avant. On doit constater cela, c'est bien, mais on doit valoriser la conscience, on doit valoriser la pensée, on doit valoriser la conscience. Le caractère réside dans la volonté et non dans l'intellect. Le caractère est continuité d'intention et d'attitude, c'est-à-dire de volonté. Le langage populaire ne se trompe pas quand il fait passer le cœur avant la tête. Il sait bien sans avoir raisonné que la bonne volonté a de plus de valeur et de plus digne confiance qu'un esprit lucide. Et lorsqu'il appelle quelqu'un avisé, fin, malin, cela implique que de sa part soupçon et aversion. Alors, voilà encore, on est d'accord sur tout ça, mais même quand le langage populaire privilégie le cœur sur la tête, il ne privilégie pas les pulsions. Le peuple a les valeurs fondamentales et sublimes en tête. Il sait qu'il doit se comporter correctement et ne pas obéir à ses pulsions, même s'il est soumis à celles-ci. Il sait qu'il doit agir en fonction de sa conscience, même si c'est difficile et que la plupart du temps il agit sous son désir, sous son pulsion, sous son envie, sous la jalousie, sous etc. Toutes ces notions-là. Mais au fond de lui, il sait qu'il doit agir d'une autre manière. Et même pendant cette période néolibérale où nous sommes soumis aux lois du marché, l'homme ne perd pas cette valeur-là. Elle est encore là, même s'il se comporte de plus en plus mal, de plus en plus égoïstement, de plus en plus individuellement, et de moins en moins avec sa conscience, et que le marché stimule toutes ces pulsions, parce qu'en fait c'est ce qu'il fait, c'est pour se justifier que le marché nous dit obéissez à vos pulsions, voilà, laissez-vous porter par vos pulsions. C'est parce qu'il manipule nos pulsions. Si on passe dans un supermarché, il manipule nos pulsions, il nous met des choses à tel niveau, au niveau des enfants pour que les enfants sollicitent, etc. Donc il agit de manière à ne pas faire intervenir notre conscience le moins possible, notre jugement, notre conscience. Il veut toucher nos pulsions. Et c'est la pire des choses, puisque c'est pas pour rien que voilà, la crise d'obésité dans les pays occidentaux, elle est complètement dépendante de cet acte malveillant, en fait, d'aller chercher les pulsions plutôt que la conscience, par le marché. Le marché est malveillant dans ce sens-là, même il dit qu'il aime les consommateurs. S'il aimait les consommateurs, il ne chercherait pas à les abuser en les faisant passer par tel endroit pour aller dans ces supermarchés. Voilà, il n'utiliserait pas nos pulsions pour nous abuser. Il n'utiliserait pas le stress, le bruit à travers la télé pour nous faire consommer. Il n'utiliserait pas tous les arguments de
de la publicité qui vont nous faire consommer des choses dont on n'a pas besoin, etc. Il n'agirait pas comme ça. Ça veut bien dire que le marché n'est pas intentionnellement bon pour les consommateurs. C'est pas sa faute, c'est comme ça, c'est sa nature, et surtout dans un système de compétition, il doit être de plus en plus offensif, de moins en moins conscient, et de plus en plus toucher les pulsions humaines. C'est mécanique, et c'est pour ça qu'il doit être écarté des donneurs de valeurs. C'est pas lui qui doit donner les valeurs de l'humanité. C'est pas lui qui doit servir de guide aux valeurs de l'humanité. Voilà. Il doit être à sa place, à la place du marché, c'est-à-dire la corporation la plus basse, d'une certaine façon, de toutes les corporations. Après, le médical, l'éducatif, etc., la justice, la politique, etc. Toutes ces corporations sont au-dessus de lui. Voilà. Donc, et ça, c'est Confucius qui parle de ça, c'est pas pour rien. De brillantes qualités d'esprit provoquent de l'admiration, mais jamais de l'affection. Et toutes les religions promettent une récompense pour les qualités de la volonté et du cœur, mais n'en promettent aucune pour les qualités de l'intelligence ou de l'esprit. Si ils se trompent là, si ce sont à travers l'intelligence ou l'esprit, à travers les valeurs sublimes, oui, c'est ce qu'il... les religions préconisent cela. Le corps lui-même est le produit de la volonté. Le sens ou l'impulsion de cette volonté, que nous appelons vaguement la vie, construit ses propres vaisseaux en frayant des sillons dans le corps de l'embryon. Ces sillons se creusent et se ferment et deviennent artères et veines. Alors, il décrit tout ça, il décrit des choses tout à fait justes, mais il ne voit pas la philosophie de l'humanité, le sens de l'humanité. La volonté, et ce qui est curieux, c'est qu'il ne le voit pas en venant après Hegel, qu'il critique d'ailleurs. S'il vient après Hegel, il devrait avoir compris le sens de l'humanité, parce qu'Hegel montre le sens de l'humanité. Et le fait qu'il qu'il ait été frustré de la notoriété d'Hegel à laquelle la sienne ne pouvait pas ressembler, et le fait que Hegel tienne le haut du pavé et qu'il n'y parvenait pas, la frustration dans laquelle ça l'a plongé l'a empêché de comprendre la valeur d'Hegel. Et ça lui a permis aussi de forcer sur la pulsion, sur le côté animal de l'humain, et donc d'analyser avec plus de profondeur, plus d'intérêt, d'enthousiasme cette partie de l'humanité. Mais ce n'est pas la partie totale de l'humanité. La volonté de connaître construit le cerveau exactement comme la volonté de saisir forme la main, ou comme la volonté de manger développe l'appareil digestif. En réalité, ces paires, ces formes de volonté et de formes de chair ne sont que les deux faces d'un unique procédé et d'une seule réalité. On constate ce rapport d'une façon plus sensible dans l'émotion ou le sentiment, et les changements intimes du corps forment une unité complexe. Alors il écrit « L'acte volontaire et l'action du corps ne sont pas deux phénomènes objectifs différents reliés par la causalité. Ils ne sont pas entre eux dans le rapport de cause à effet. Ils ne sont qu'un seul et même fait. Seulement, ce fait nous est donné de deux façons différentes. D'un côté immédiatement, de l'autre comme représentation sensible. L'action du corps n'est que l'acte de la volonté objectivée. Cela est vrai de tous les mouvements de la volonté.
Les parties du corps doivent correspondre parfaitement aux principaux appétits par lesquels se manifeste la volonté. Elles doivent en être l'expression visible. Les dents, l'œsophage et le canal intestinal sont la faim objectivée. De même, les parties génitales sont l'instinct sexuel objectivé. Tout le système nerveux constitue les antennes de la volonté, tendues en dehors et à l'intérieur du corps. Comme le corps humain pris en général correspond à la volonté humaine prise en général. De même, la structure physique de l'individu correspond à la volonté de l'individu, dont les modifications ont fait le caractère de l'individu. Voilà ce qu'il écrit. L'intellect se fatigue, poursuit donc Will Durant. La volonté ne se fatigue jamais. L'intellect a besoin de sommeil, mais la volonté travaille même dans le sommeil. La fatigue, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait une petite séance de sophrologie tout à l'heure, et en prenant conscience de mes organes, j'ai vu à quel point on ne remercie pas assez ces organes qui travaillent pour nous. Même quand nous dormons, notre cœur travaille, notre foie travaille, nos intestins travaillent, nos poumons travaillent. Donc toute cette mécanique qui nous appartient, qui est en nous, qui nous constitue, bien souvent on la maltraite, on ne l'écoute pas, on est méprisant envers elle, on la remarque même pas, alors qu'on devrait la remercier à chaque matin où on se lève d'avoir travaillé pour nous pendant notre sommeil, etc., de nous avoir restaurés, d'avoir agi pour nous. Voilà. La fatigue, comme la douleur, a son siège dans le cerveau. Les muscles qui ne sont pas en communication avec la matière cérébrale, comme le cœur, ne se fatiguent jamais. Pendant le sommeil, le cerveau se nourrit, mais la volonté n'a pas besoin d'aliments. C'est pourquoi le besoin de sommeil est plus grand chez ceux qui travaillent de la tête. Ce fait ne doit toutefois pas nous entraîner à prolonger le sommeil plus que de raison, car alors il perd en intensité et ne constitue qu'une perte de temps, écrit Will Durant. Et oui, alors voilà, il parle pour lui, mais il a raison. Je trouve que c'est beau de vouloir avertir ses frères humains à travers sa réflexion. Parce que ce que je lis là, je le découvre en même temps que vous. Pendant le sommeil, la vie humaine retombe à l'état végétatif et alors, ouvrez les guillemets, la volonté travaille selon sa nature originelle et essentielle, sans subir les influences extérieures, sans aucune diminution de puissance provenant de l'activité du cerveau et de l'effort de l'entendement, qui constitue la fonction organique la plus lourde à supporter. Par conséquent, pendant le sommeil, toute la puissance de la volonté s'exerce pour le bon état et le profit de l'organisme. De là vient que toute guérison, toute crise favorable se produise pendant le sommeil. Fermez les guillemets. Eh bien, c'est exactement ce que je viens de dire, plus ou moins. Bourdache avait raison de dire que le sommeil est l'état originel. L'embryon dort presque tout le temps et le jeune enfant la plupart du temps. La vie est une lutte contre le sommeil. Au début, nous gagnons sur lui, mais il finit par prendre sa revanche. Le sommeil est un morceau de mort emprunté pour maintenir et restaurer la somme de vie qui a été épuisée pendant le jour. Ce n'est pas que ça, c'est aussi le moteur des rêves, le moteur des sensations différentes. Il se passe beaucoup de choses dans le sommeil qu'on n'a pas encore complètement tout éclairé. Je pense que l'avenir éclairera ce qu'il se passe réellement dans le sommeil et où on ne peut pas le considérer comme une petite mort. Le sommeil, c'est notre éternel ennemi. Même quand nous sommes éveillés, il nous domine en partie.
Après tout, que peut-on attendre de têtes même des plus sages, qui sont chaque nuit le théâtre des rêves les plus étranges et les plus insensés, qui doivent reprendre leur esprit au réveil? Eh bien oui, je pense que c'est faux, parce que ça nous permet de régler un tas de choses. Le sommeil, les rêves sont là pour nous aider à régler des choses très importantes. Je pense que le sommeil, on s'en rendra compte dans le futur, les heures de sommeil sont aussi importantes, aussi créatrices, aussi euh, génératrices d'action que les heures d'action, proprement dites. Voilà. Mais pour l'instant, on les voit un peu comme du temps qui nous est volé sur la vie, chose qui n'est pas la réalité. Alors, euh, la volonté est donc l'essence de l'homme. Et ne serait-elle pas aussi l'essence de la vie sous toutes ses formes et même de la matière inanimée? Ne serait-elle pas cette chose en soi tant cherchée et qu'on désespérait de trouver l'ultime réalité interne et la secrète essence de toute chose? Oui, c'est la chose en soi. C'est une des choses en soi. C'est la chose en soi qui permet à l'humanité de construire l'humanité, la volonté. Mais ce n'est pas la finalité de la chose en soi. La finalité de la chose en soi, c'est la contemplation, où il n'y a plus de volonté. Et c'est là où on peut s'opposer d'une certaine façon à Husserl, qui fait dans l'intentionnalité quelque chose d'important, mais sans préciser, marteler d'une certaine façon que ce n'est pas la finalité de l'humanité, c'est la finalité de la construction. Pour construire, nous avons besoin d'intentionnalité. Nous devons avoir l'intention de réaliser ça, etc. La volonté, l'intention, c'est un peu la même chose. La volonté pour Schopenhauer, l'intention pour Husserl. Mais ces deux moteurs, ces deux motrices, servent à construire la contemplation, l'extase, la béatitude, qui sont sans intention, qui sont juste la jubilation du divin, la jubilation de l'amour, l'amour absolu. Voilà. Et c'est ce que construit en réalité cette énergie que nous déployons. Sinon, à quoi servirait toute cette activité que nous faisons? Nous construisons l'humanité. Nous sommes partis, nous sommes descendus de nos arbres. Quand nous étions primates naturels, nous avons commencé à utiliser des outils, à nous comporter d'abord comme des primates, comme des chimpanzés, puis comme des chimpanzés classiques, puis nous avons évolué sous la forme des bonobos, avec moins de violence, plus de désir, plus d'amour. Nous avons commencé à nous redresser, à utiliser des outils, à développer le langage, à devenir des groupes plus compacts, etc., à vraiment sophistiquer le langage, à construire des abris, à développer le jardinage, etc., la chasse, la pêche, puis la culture, etc. Nous avons créé des villages, créé des villes, créé des routes, des structures, de l'énergie, etc. Toute cette magnifique énergie de travail, si elle n'avait pas de sens, si c'était juste pour l'énergie, à quoi ça servirait, puisque l'humanité ne va pas vivre indéfiniment, même la Terre, elle n'est pas... Voilà, on ne peut pas être juste construire pour construire, ce n'est pas... On construit pour quelque chose. Il y a un sens
supérieur à tout ça. Et ce sens supérieur, c'est ce que l'humanité, c'est ce que la mécanique universelle essaye de mettre en exergue. Voilà ce que je tiens à dire. Alors, la volonté est donc l'essence de l'homme. Et ne serait-elle pas aussi l'essence de la vie? Oui, comme nous avons dit. C'est vrai que c'est l'essence de la vie. C'est pas l'essence de la vie, c'est le moteur de la vie. C'est le moteur de la vie. L'essence qui alimente ce moteur, c'est le divin. Et c'est l'amour. C'est quelque chose. C'est une essence d'amour. Sans qu'on sache ce que c'est que l'amour. Mais c'est cette essence-là. Et c'est pourquoi, à la fin de l'humanité, au bout de l'humanité, à la fin de l'évolution de l'humanité, ça devient l'extase, qui est la jubilation de l'essence de l'amour, qui est la mise en lien, la réunion avec cette essence divine. Voilà comment je pense les choses. Bon, là je vais arrêter pour cette vidéo. À suivre, mes chers amis. Merci de votre écoute.